Hey, bienvenue au Trio économique. Aujourd'hui, on joue aux cowboys et aux Indiens avec Vincent. Je m'attendais à quelque chose de bien pire que ça. C'était bien sérieux, ça. Ah, C'est je rare crois que t'es... Ouais, mais c'est nasty ce que j'ai dit, man. On est en 2024, là, j'ai dit les Indiens. J'ai pas dit les Premières Nations. Ah, OK. Ben, quoi Non, que... crime, j'ai pris des grands risques avec ma carrière. C'est drôle. Aux États-Unis, au Canada, tu dois dire les Premières Nations ou Indigenous People en anglais. J'oublie tout le temps c'est quoi l'équivalent. Natives. Mais aux États-Unis, c'est Indians. Ben oui. Aux Ben, États-Unis, la loi ça sur les fait- Indiens au Canada, elle existe encore. Oui. Oui, mais ça, c'est le vieux terme. C'est un Ouais. vieux terme. Mais aux États-Unis, le terme politiquement correct, c'est pas natives, c'est Indians. Mais moi, j'ai jamais compris pourquoi des gens pensaient que indigène, c'était plus poli que indien, mais ça, Non, mais le fait... c'est comme ça, qu'est-ce que tu veux. J'ai jamais trouvé que c'était un mot particulièrement intéressant. Là. Indigenous, c'est comme OK. Ouais, de toute façon, je suis en maudit après toutes ces affaires-là. Ils nous ont enlevé le chef Wahoo avec les Indians de Cleveland, qui sont maintenant les Guardians. Moi, en fait, la meilleure, m'insulte encore. En fait, la meilleure, avant qu'on rentre dans un sujet sérieux, c'est que l'équipe de Washington, qui était avant les Washington Redskins, a été renommée les Washington Commanders parce que c'est tellement mieux de renommer un groupe d'Autochtones par le groupe qui les a tués. J'étais là quand... Je veux juste être sûr, gang, que vous êtes... You sure you want to go with this? Yep. On vient de faire tout le mélodrame il y a quelques mois à propos du nom. Puis là, tout le monde est prêt à se déplacer à un autre sujet. Puis ça, c'est le nom que vous êtes sûr que vous voulez aller avec ça. Là. Comment ça, les Blackhawks sont survécus alors qu'on a perdu les Indians puis les Redskins? Parce que les Blackhawks gagnent jamais. Non, il y a eu un bon club. Oui, ils ont eu un bon club pendant quelques années. Mais tu vois le club de merde là, parce qu'ils ont transféré Phoenix dans la NHL eux autres, ils n'ont pas de nom, il n'y a pas de problème. Eux autres, c'est tellement... J'ai vu ça, j'étais comme, OK, bravo, beau sens du marketing. Utah Hockey Club. Ben, c'est parce qu'ils ont fait la même affaire dans la Ligue féminine professionnelle l'année passée avec Montréal. Ils ont joué toute l'année, pas de nom. Puis là, quand ils sont arrivés à la fin de l'été, ils ont dit, bon, on va donner un nom, on va appeler ça la Victoire. Peut-être mieux pas de nom, finalement. Ben, surtout si tu perds toute l'année, t'appelais Victoire, c'est pas vendeur. Ben. Alors, la Victoire de Montréal, aujourd'hui, a perdu 2-0 face. Ouais, c'est ça. Non, c'est ça. Écoute, on est tellement rendu dol en 2024 que si tu cherches un nom de hockey pour des filles, tu tombes sur la Victoire. As-tu pensé la quantité de mots que tu pouvais pas utiliser à cause que ton équipe de marketing est trop woke pour penser à quelque chose d'intelligent? C'est clair. Écoute, Vincent, tu as publié quand même plusieurs articles là, sur le cas des Premières Nations. Mm-hmm. Appelons ça de même. Là. Il y en a un dans American Institute for Economic Research. Il y en a un dans... Celui-là, c'est un résumé de la recherche peer-reviewed que j'ai publié. OK, parfait. Donc, dans le fond, c'est quoi le point qui est à faire? Parce qu'on avait déjà teasé un peu, mais là, c'était comme dans le Patreon. Fait que là, vu que c'est comme dans la partie pour tout le monde, peut-être juste rappeler un peu pourquoi, dans le fond, on tenait à parler de ça. C'est parce que ça a comme dérapé sur c'est une autre conversation qui n'avait pas rapport avec ça. Puis à un moment donné, on a commencé à finalement bifurquer vers la question autochtone. Puis ça t'a comme dit, on pourrait faire juste un podcast là-dessus, parce que j'ai écrit là-dessus sur... Dans la partie Patreon, ce que j'avais dit, c'était, grosso modo, quand tu regardais en Amérique du Sud, les nations, les Premières Nations ont été presque exterminées parce qu'on voulait leur voler leur or, leur argent, tandis que nous autres, c'était comme plus les fourrures, fait qu'on était obligé de faire du commerce, fait que ça avait été moins pire. Puis tu avais lancé quelque chose que j'avais même pas réalisé, puis que tu nous avais fait apprendre quelque chose. J'ai trouvé ça vraiment cool. C'est à ça que tu sers ici, quand même. Je veux dire, t'es pas beau, mais au moins t'es intelligent. Tu nous apprends des choses de fun. Imagine si j'étais aussi intelligent aussi intelligent que quelqu'un de lyriste puis beau comme je suis. J'aurais vraiment rien dans ce monde-ci. Non, effectivement. Non, une chance de ton intelligence. Imagine que j'avais aussi le talent d'Olivier Niquet. J'allais dire, imagine tu avais des beaux cheveux gris pour aller avec ça, ce serait vraiment parfait. Bon. Non, tu es employable en dehors dans la sphère privée, Vincent, t'as pas à t'inquiéter. C'est vrai. J'avais oublié ce détail-là.
Exact. Non, puis en plus, tu sors avec une sainte. Je veux dire, avec la face que t'as, puis la femme que t'as, clairement, t'as quelque chose entre les deux oreilles. Mais sérieusement, t'avais dit, grosso modo, on pense qu'on les a exterminés à coups de machettes quasiment, puis de fusils, puis de guerre, alors qu'en réalité, l'extermination, ou la presque extermination est venue tout simplement avec les virus et les maladies qu'on a amenés sur le continent. Ouais, c'était de ça. leur côté. Exactement. Donc, il y a deux manières de décomposer le choc démographique qu'il y a eu. C'est-à-dire que tu dis, OK, tout d'abord, il y a un grand nombre de décès. Et la grande partie du choc initial sur le nombre de décès, c'est un choc biologique. C'est-à-dire que c'est des nouvelles maladies auxquelles il n'y a aucune immunité qui est construite et acquise et transmise de génération en génération, donc une sensibilité très forte à des nouvelles maladies. Donc, tu peux Genre t'imaginer la que peste. Hein. la peste, mais en fait, la plus dangereuse de la gang, c'est la variole. Donc, smallpox en anglais. C'est celle qui fait les dommages les plus importants parmi la population native des Amériques. Et là, je parle de toutes les Amériques. Là. On parle du bas du Chili jusque chez les populations du Grand Nord canadien. Mais après, il y a un deuxième choc, c'est celui que, normalement, après qu'une population décline massivement, tu devrais avoir une croissance plus rapide par la suite. Mais ça, c'est ce qu'on observe, qu'on n'est pas capable de l'observer chez les Autochtones. Il n'y a pas une grosse reprise de population. En fait, la croissance, elle est même relativement lente après, et elle est inférieure à celle même de la croissance naturelle des peuples qui viennent s'établir. Donc, il y a deux effets. Mais dans le deuxième choc, ça, c'est la partie que peu de gens discutent. Il y a énormément de variations. Il y a des endroits qui ont des reprises beaucoup plus rapides que d'autres. Et c'est ça que moi, je me concentre avec ça, parce que dans cette question-là, il y a énormément de leçons sur la nature des États, la nature des institutions. Puis on n'a pas besoin de parler des réserves ou de quoi que ce soit qui est post-1870. En fait, ça change complètement la discussion sur comment les interactions se font entre Autochtones et colons, si tu veux. Le data pour parler de ça, pour en venir à ça, c'est quoi un peu? Juste, Généralement, dans c'est le les fond, études. comment tu collectes ces informations-là? Je pense que le monde se pose peut-être un peu la question. Là. C'est comme pas évident les traces de la documentation qui date de l'époque. Tout ça, ça ressemble à quoi? Là? Généralement, ce que tu as, c'est une collection de sources différentes. Fait que tu vas avoir des ethnographies, tu vas avoir des gens qui sont des missionnaires. Fait que, par exemple, pour le Canada, une des sources qu'on a le plus, c'est. Les relations des Jésuites. Là. Exactement, tu as exactement vu où est-ce qu'on s'en allait. Les relations des Jésuites avec les Autochtones, qui a plusieurs volumes. On a des numéros, des idées plus ou moins. Mais il y a aussi des recensements qui sont faits. Il y a des correspondances, par exemple, de la Compagnie de la baie du Thon qui donnent des idées de la population. Et la chose que moi, je souligne dans ma recherche, c'est que si tu regardes la frontière canadienne, puis tu regardes les endroits où l'État est plus faible que d'autres, tu vois des grandes différences dans les relations entre les colons et les Autochtones, mais aussi dans la reprise de la population. Puis le premier exemple que moi je parle, c'est les Micmacs dans l'Atlantique canadien. Les Micmacs ont eu un déclin, ont eu le même choc biologique que tout le monde initialement, donc il y a un gros déclin de population. Mais dans les 100 ans jusqu'à la déportation des Acadiens, il y a une reprise de population qui est quand même assez forte. Donc, ils reviennent à peu près, je pense, si je me souviens bien, là je cite de mémoire, reviennent à peu près au 3/5e, peut-être même 2/3 du niveau de population pré-contact. Puis tu parles de petits gouvernements du côté des Acadiens. Dans le fond, qu'est-ce qui se passait pour qu'il y ait un petit gouvernement de leur côté? La chose qu'on souligne, c'est que moi et mon co-auteur Rosolino Candela, c'est qu'on reprend un modèle qui est connu en économie qui s'appelle Trade or Raid. Et c'est l'idée que tu arrives dans une place et, exactement, si tu arrives dans une place et tu es un colon, tu as deux manières d'acquérir des terrains. Soit tu peux les acheter les Autochtones, donc tu leur donnes des termes d'échange qui font en sorte qu'eux sont prêts à dire oui, je vais te donner ma terre, ou je vais te donner un droit d'accès, ou on va définir un droit de propriété d'une manière particulière, ou bien tu peux faire de la violence. Et ce modèle-là, il est très connu, mais généralement, il n'inclut pas l'État dedans. Il fait juste dire, voici comment ça fonctionne.
Et nous, ce qu'on explique, c'est, en fait, ça dépend. Le calcul va être très différent si l'État est juste pas là parce qu'il n'y a pas de contribuable qui va payer pour la violence. C'est-à-dire que si moi, je décide d'avoir une terre et que je vais la voler aux Autochtones, bien, c'est le contribuable français ou britannique qui va payer pour ça, ou un contribuable dans une Forme de grande ville. protection, de sécurité pour pas qu'il y ait retaliation. Exactement. Donc, les coûts sont répartis sur un grand nombre de personnes, mais le bénéficiaire est une personne privée qui, elle, a des bénéfices très importants de l'utilisation de la violence. C'est-à-dire que moi, si, disons, je paye 1% de mon revenu en taxes, mais que toutes les taxes vont à expulser la personne pour me donner une terre, bien moi, techniquement, je suis gagnant de Un bon l'utilisation. rendement. C'est un bon rendement pour moi. Et la chose qu'on explique dedans, c'est que la grande différence en Amérique du Nord, c'est que l'Acadie, en fait, à l'époque, là, on pense à l'Acadie comme le Nouveau-Brunswick, mais à l'époque, on parle de la région autour de ce qu'on appelle la baie de Minas en Nouvelle-Écosse, puis la partie sud-ouest du Nouveau-Brunswick. Qui avait été peuplé par les Français, ça aussi. Exactement. À l'origine, c'était là les Acadiens. Les Acadiens ont été déportés et ensuite se sont réétablis et il y a eu une grosse population qui est allée plus proche de la Gaspésie que d'autres choses, mais en restant au Nouveau-Brunswick. Mais les Français puis les Anglais, la région là, qu'on décrit, l'État n'avait aucune portée. Okay? Il y avait les Anglais puis les Français s'échangeaient la région dans des traités et ils n'avaient aucune autorité qui était vraiment. Ils s'en foutent un peu. Ben, c'est pas juste ça, mais c'est parce que même s'ils voulaient, ils ne pouvaient pas vraiment. Donc, nous, ce qu'on dit, c'est que dans l'article, c'est que si tu regardes la manière dont les Acadiens géraient tous les problèmes qu'on peut s'imaginer de production de la justice, de production de la sécurité, toutes les choses qu'on pense que l'État fait, ben, ils étaient portés par les locaux. Et contrairement aux autres colons dans les Amériques, comme ceux au Québec, où est-ce que, puis là, rappelez-vous vos cours d'histoire au Québec, qui vient combattre les Autochtones vers 1665? C'est le régiment de Carignan-Salière, qui est un régiment français de la couronne qui est envoyé combattre autour de Chambly, de Montréal, les 6 nations iroquoises. Et c'est le contribuable français qui paye. Mais en Nouvelle-France, l'État s'occupait de la sécurité des colons, mais en Acadie, et contrairement à la Nouvelle-France, mais aussi à la Nouvelle-Angleterre, ben, les colons, ils ne pouvaient pas compter sur la monarchie française pour les aider vraiment. Donc, Ben, toute tu la dis violence, clairement, c'est eux qui devaient la gérer. tu dis clairement, Vincent, dans l'article, que c'est un des rares exemples qu'on a d'anarchie, entre guillemets. Là. Exactement. C'est ce qui se vivait dans l'Acadie. Puis là, tu avais deux gangs d'impliqués là-dedans, là, pour le dire simplement. Tu avais les Acadiens puis tu avais les Micmacs, là, finalement. Exactement. Fait que le présupposé qu'on pourrait avoir, c'est que sans État qui est là pour assurer comme le monopole de la violence, ben, les deux gangs vont s'entretuer, finalement. Là. Puis C'est un même peu ça, ça. je me trompe-tu, mettons, il devait avoir des armes, il devait avoir des fusils, des munitions, mais il ne devait pas avoir un lot de munitions incroyable non plus, étant donné qu'il devait pas avoir de production de munitions carrément en Acadie. Là. C'est des biens qui devaient être importés de France, ces trucs-là. Entre autres, mais surtout, il y avait beaucoup de contrebande qui était faite avec la Nouvelle-Angleterre, donc tu pouvais acquérir des armes des Anglais, malgré que tu n'étais pas supposé faire des échanges avec les Anglais, mais la lettre de la loi et l'esprit de la loi étaient deux choses qui étaient communément violées. Les gens s'en foutaient complètement, mais l'idée ici, c'est que en l'absence d'un État, tous les coups de la violence que tu pourrais faire vers l'autre, ben c'est toi qui le portes. Fait que les colons, s'ils décidaient d'attaquer pour prendre des terres des Autochtones, ben c'était eux qui devaient s'occuper de combattre. C'était eux qui devaient prendre tous les risques. Donc, ils versaient leur propre sang. Là. Exactement. Et donc, dans ce cas-ci, juste comme économiste, on devrait réaliser que le prix relatif de la violence est plus élevé dans ce contexte-là. Et regardons les résultats. Puis ce que nous, on souligne, c'est ce que tous les historiens disent d'ailleurs sur la région. Et la phrase, c'était des relations exceptionnellement, et là, je cite, là, exceptionnellement pacifiques entre les colons et les Micmacs. La raison, c'est que les colons se sont dit, bien écoute, il faut qu'on déploie il faut qu'on fasse des échanges avec eux. La seule manière qu'on peut acquérir des terres, c'est de trouver une manière de chacun de se spécialiser dans nos avantages. Et ce que les Acadiens font, ben, c'est le commerce. Alors, ce que les Acadiens font, c'est au lieu de faire du raid, ils font du trade.
Et historiquement, la raison que ça s'est passé, c'est qu'ils ont irrigué des terres qui étaient dans la baie de Minas, qui étaient des terres inaccessibles, donc en gros des marécages. Ils les ont irrigués, ils les ont asséchés et donc ils ont pu commencer à faire de l'agriculture. Mais en faisant ça, ils ont évité de faire du trespass, de traverser sur les terrains de chasse des Autochtones. Et les Autochtones, les Micmacs, ont vu ça comme un signe de respect de leur propriété, de leur domaine. Et l'effet que ça a eu en plus, c'est que non seulement ça a scellé des bonnes relations, mais en plus, les nouveaux biens que les Acadiens pouvaient produire, c'était des biens agricoles que les Autochtones n'étaient pas capables de produire avant. Et ce qui s'est produit, c'est un pattern d'échange où Win-win. win-win, où tu échangeais des produits agricoles contre des fourrures et ensuite tu échangeais avec les gens de la Nouvelle-Angleterre ou avec des marchands français les fourrures. Et tu avais une relation qui était très, très pacifique entre les On deux. peut-tu Et faire un fait, interlude ici, là? vas-y. OK. Regardez qu'est-ce que Vincent vient de nous expliquer, là. Des endroits sur la planète où il y avait des colons qui s'établissaient d'une manière gouvernementale, ça se tapait sur la gueule partout, 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 partout. Puis ça exterminait le groupe qui était le moins bien équipé au niveau technologique. Ben oui, parce que, excuse de te couper, mais l'argument qu'il dit avec ça, c'est que c'est parce que le colon n'était pas lui-même celui qui subissait le prix d'aller crever quand tu attaques les autres, parce que le seigneur ou le baron, ou celui qui est là, qui représente l'État, le roi, ben c'est lui qui envoie son armée se battre à ta place. C'est un peu comme les gens qui veulent faire la guerre aux Russes jusqu'à ce que mort s'en suive. Ben, tant que c'est pas toi qui est enrôlé puis déployé en Ukraine, c'est bien le fun, là. Ah ouais. Si c'est toi qui es envoyé, c'est toi qui payes le prix de la guerre, là. Mais là, on arrive puis on dit on a eu quelque chose en Acadie qui se produit extrêmement rarement. Je pense que tu nous as déjà sorti un exemple de Viking là, dans les années 700 ou 800 aussi, là, que ça avait été le cas. Des peuples qui n'ont pas vraiment de gouvernance étatique, qui n'ont pas vraiment d'usage de la force ou de la violence pour se gouverner. Naturellement, les hommes, qu'est-ce qu'ils font quand il n'y a pas la présence de la coercition gouvernementale? Naturellement, le réflexe des gens, c'est quoi? De faire du troc, de commercer entre eux, de chercher des alliances qui vont faire en sorte que les deux parties gagnent à la signature d'un contrat. Tabarnak! Est-ce qu'on va finir par comprendre que c'est ça la vie, là? C'est ça qui fonctionne bien. C'est pas l'usage de la force. C'est si on veut une terre, une planète, un jour, des peuples qui sont pacifiques, c'est pas une affaire de culture, c'est pas une affaire de gouvernement. Si vous voulez avoir des endroits pacifiques, il faut apprendre à cohabiter ensemble, mais le moyen d'y arriver, c'est avec un commerce qui rend les deux parties gagnantes dans une situation. En fait, oui, mais je vais te dire juste un peu différemment de toi. C'est l'idée que l'erreur que beaucoup de gens font, puis c'est pas juste dans le dossier ici, c'est dans des dossiers en général, c'est que toutes les institutions de gouvernance qu'on a entre nous ne peuvent exister sans l'État. Alors que c'est pas vrai. Il existe des manières de créer des mécanismes de résolution des conflits, de gestion des différends, d'adjudication qui ne nécessitent pas nécessairement un État. Oui, l'État, dans certains cas, peut avoir un avantage comparatif, mais pas systématiquement. Et dans le cas des Acadiens, ce qui se faisait, c'est que tu avais un délégué local que les Acadiens choisissaient de manière quasi consensuelle, pas 100% de monde votait pour ça, mais le délégué était comme l'agent représentatif qui gérait, les différends dans la communauté, mais aussi il gérait vers les relations avec les Micmacs. Et notamment, par exemple, une des jobs du délégué, c'était lorsqu'il y avait des différends sur, disons, la gestion des terres agricoles, il pouvait dire, regarde, tu ne peux pas faire ça parce que là, tu vas mettre en danger nos relations avec les Autochtones. Et tu avais un système de normes et coutumes qui se Puis tu avais un déployait. système de droit de propriété sans notaire, sans écriture, sans registre. C'est juste, tu disais, ici, on arrive là, c'est un territoire de chasse, ça va nuire à nos relations, fais attention, fais pas ça. C'est un abus de droit de propriété. Je veux dire, sérieusement, là, les humains sont beaucoup plus intelligents qu'on pense. Oui, oui, puis ils C'est sont juste beaucoup que plus créatifs. ouais, ils sont créatifs, mais ce que je veux dire, c'est que le gouvernement, autrement dit, puis l'utilisation de la force, puis de la violence pour imposer
les volontés du gouvernement, c'est la voie facile. On va toujours vers la voie facile, d'abord et avant tout, parce que justement, c'est facile. Mais quand on se rend compte que c'est pas possible d'utiliser ça, dans les très rares cas où est-ce qu'on se retrouve confronté à ça, tu te rends compte que naturellement, les êtres humains sont innovants, puis sont de bonne foi éventuellement, puis ils veulent un respect mutuel, puis ils veulent mettre en place des contrats où est-ce que les deux parties gagnent. On est toujours dans une situation où est-ce qu'on pense qu'un contrat est signé entre opprimé et C'est oppresseur. un jeu à somme nulle. Exact. Ou à ça négatif. c'est ça, parce que c'est tout le temps la même chose en économie. Il faut tout le temps que tu aies... On utilise des modèles en économie pour illustrer des concepts, pour rendre ça plus facile. C'est rare qu'on ait la chance de voir ces modèles-là qui, à toute fin pratique, sont des choses extrêmement simplifiées, réellement être appliquées. Mais là, ce que tu nous dis, c'est qu'en Acadie, on a découvert un laboratoire exceptionnel. Puis quand on prend le temps de l'étudier, on se rend compte que, sérieusement, il se passait des choses là qui étaient vraiment bonnes puis qui auraient dû être copiées ailleurs. Ça vient. Ouais. Ben, en plus, je vais rajouter, je m'en fin de t'interrompre, mais je veux juste vraiment rajouter sur ça. Le but des institutions, c'est de créer un cadre stable pour les échanges. S'il y a de la place pour faire des échanges, les gens vont développer des institutions qui régulent justement tous nos différends qu'on peut avoir pour permettre au gain de l'échange d'être sécurisé par les gens qui voient des avantages comparatifs. Le point que nous on fait, c'est que tu as deux groupes de gens massivement différents qui développent des institutions entre eux pour comment gérer leurs relations, sachant qu'il y avait vraiment de la place pour du bénéfice. Et ce qui changeait la donne relativement à tous les autres, c'est que là, il n'y avait pas de subvention indirecte à la violence qui venait de contribuables d'ailleurs. C'est-à-dire que tous les autres colons en Amérique du Nord, il y avait quelqu'un qui payait la facture, qui avait un intérêt, en fait, à demander à cette personne-là de payer la facture. Et parce qu'elle avait les bénéfices privés, donc c'est un peu l'idée, on privatise les gains, on nationalise les pertes. Bien ici, si on nationalise les coûts et on privatise les gains, et dans ce cas-ci, ce que tu avais, c'est qu'en Acadie, tu ne pouvais pas nationaliser les coûts. Et c'était la grande distinction entre ça. Puis plus tard, on peut en reparler aussi, là, mais la grande distinction après 1790, après la Révolution américaine, entre les États-Unis et le Canada. C'est la grande raison pourquoi il y a des patterns massivement différents de violence. C'est dans le rôle que l'État joue à changer les incitations à faire du commerce, à développer des institutions de commerce pour créer de la richesse ou saisir la richesse de l'autre et la déposséder parce que quelqu'un paye la facture. Ce que j'allais dire juste avant, c'est, tu sais, dans le podcast, on avait parlé il y a, ça doit bien faire genre 30 épisodes faciles de ça, du livre de Higgs, le Crisis and Leviathan. Bon, la figure du Léviathan, ça peut paraître un peu obscur parce que ça fait référence à une créature dans la Bible. Mais qui amène ça comme dans le grand public, entre guillemets, ou dans le langage? C'est un philosophe britannique qui s'appelle Thomas Hobbes. Bon, Thomas Hobbes, c'était quoi? Pourquoi je parle de ça? C'est que l'exemple que tu donnes de l'Acadie, puis bon, des liens qu'avaient ensemble les Acadiens qui étaient là, les settlers et les Micmacs, c'est que Hobbes, lui, qui a fondé, qui a inspiré toute une série d'écrivains en philosophie politique puis en politique après, lui, sa thèse de base, c'était de dire à l'état de nature, les humains, l'homme est un loup pour l'homme. Fait que les humains vont s'entretuer les uns avec les autres, vont essayer de se voler, de s'attaquer, de prendre le bien d'autrui. Donc, ça prend le Léviathan, qui lui a le monopole de la violence, pour faire régner la loi et empêcher l'homme d'être un loup pour l'homme. Mais en gros, ce genre d'exemple-là, ça montre que, si tu regardes des cas où il y avait peu, voire pas d'État, ceux qu'on a, tu dis dans le texte aussi que tu as celui de l'Islande du Moyen-Âge qui montre ça aussi. Il n'y en a pas 52 000 des cas, mais il y en a. Ça montre que c'est pas vraiment vrai. En fait, les humains sans État se dotent aussi de genre de règles implicites ou de lois non écrites. Convention. De conventions sociales qui font que non, tu peux pas aller voler n'importe qui, même s'il n'y a pas une règle de loi
qui est écrit avec un juge, des faux cheveux et un marteau. Là. Ah, Les tout le monde gens, pense que c'est comme dans la guerre du feu. Là. Il y a une fille sur le bord de l'étang, les 4 pattes en l'air, tu lui sautes dessus, tu fais ce que tu veux. Là. Je veux dire, ce film-là est tellement cave quand tu y penses. C'est pas de même que mais tu vois, regarde, effectivement, c'est tellement cave de penser de même, mais le truc de Hobbes, puis ça va bien framer les autres choses qu'on peut dire sur les Premières Nations, c'est que Hobbes pense que parce que l'État est partout, l'État doit être naturel, alors que l'État est plus inévitable qu'il est naturel, parce que quand tu regardes, il y a plusieurs raisons dans lesquelles on n'a pas besoin de l'État pour gérer des relations. Il y a un mécanisme très connu qui s'appelle la discipline des échanges continus. Si demain matin, moi puis Yann, puis là, ça va faire un peu de théorie des jeux, moi puis Yann, on ne se connaît pas, on se rencontre pour la première fois et on fait ce qu'on appelle un jeu séquentiel. J'offre à Yann de faire un échange avec moi et Yann a deux choix. Il peut voler la chose et ne pas me payer ou il peut me payer. Mais c'est sûr que immédiatement, Yann a un avantage à me voler. Moi, je perds, je me retrouve avec une perte et Yann a un plus gros profit parce qu'il a les biens et il garde son argent. Mais, et ça, c'est un jeu, si tu le joues juste une fois, le résultat du jeu, c'est que parce que je sais comment Yann va agir, par principe d'induction à l'envers, je vais juste refuser de faire l'échange parce que je comprends que Yann va me voler, donc il n'y a aucun échange qui se produit. Sauf que si tu m'obliges à jouer 10 games avec toi, Exactement. Si tu m'obliges de jouer, Yann devient en compétition avec futur Yann. Et donc, Yann se dit, il faut vraiment que si je me décide de nuire à Vincent maintenant, ben, je vais perdre énormément dans l'avenir. Donc, Yann, sachant ce que futur Yann pense, lui sait qu'il a intérêt à ne pas me tricher. Et là, les échanges sont sécurisés. puis encore là, quand on arrive au 10e coup, mon intérêt serait de te voler au 10e. Puis toi, tu l'anticipes également. C'est ça qui fait que cette théorie du jeu-là, si à un moment donné, tu dis tu peux répéter le jeu à l'infini, éventuellement, mais là encore, le comportement va changer. Ben, c'est ça. Quand Vincent dit les règles du jeu sont importantes, c'est toujours des trucs comme ça. Puis je pense que la théorie du jeu le prouve souvent. Tu établis un certain set de règles et tu vois naturellement les réponses comportementales des individus changer dans ces Puis la première femme qui a gagné un prix Nobel en économie s'appelle Eleanor Ostrom et elle a fait une modification sur ce jeu-là. Ça s'appelle le Warm Glow Game. C'est que si, disons, là, c'est juste moi et Yann, mais disons que Frank est là et Frank observe. Et il y a d'autres Frank dans l'univers. Il y a plusieurs Frank. Il y en a même qui sont je te vole 500$ pour m'acheter un tracteur. Non, attends une minute. Et il y en a même qui ont aussi peu de talent qu'Olivier Niquet. Donc, il y a des Frank aussi compétents que Frank et il y a des Frank pas très compétents. Et là, eux regardent et l'idée qu'il y a des différences de compétences, c'est qu'il y a une personne qui a peut-être un avantage comparatif dans l'échange. Et le résultat, dans un cas comme ça, c'est que parce que moi, j'agis de manière honnête et que Yann agit de manière honnête, il y a un bénéfice d'avoir agi honnêtement parce qu'on développe une réputation, un warm glow, qui est en fait un signal qu'on envoie aux autres qu'on est fiable. Donc là, on donne à celui qui a les plus beaux coups d'être honnête, celui qui est la personnalité la plus avantageuse, qui est la plus performante. Lui, on est en train de le récompenser et donc il devient le producteur via l'effet de la réputation et des normes de bienséance, celui qui devient le gouvernement sans être un gouvernement. Donc, on sait qu'il y a une grande proportion de gouvernance qui peut être produite en dehors de la présence formelle d'un État. Ben, écoute, c'est drôle ce que tu dis parce que, anecdote personnelle, mais vous allez comprendre le lien. J'étais dans ma famille récemment. Au moment où on enregistre, on est encore dans la période. En fait, ça vient de finir la période de la chasse au Québec. Là. Mais ceux qui ne connaissent pas la chasse, c'est un sport, appelons ça de même, où il y a typiquement. Ben, c'est un sport, la chasse. C'est un sport. Je ne sais pas comment appeler ça autrement que ça. C'est un sport que très peu de gens de Montréal peuvent pratiquer. Non, mais pour vrai, quand tu fais vraiment. La consommation calorique de Budweiser est plus importante que celle dépensée avec la marche. Ouais, mais pour vrai, si t'es déjà à la chasse, tu marches en sacrement quand tu vas à la chasse. Mais tout ça pour dire que il y a pas de. Le gouvernement, OK, il a créé des permis puis tout ça, là, mais si on exclut ça, dans le bois, il n'y a pas de police, il n'y a pas de gens vraiment qui interviennent. Là, il n'y a plus beaucoup de gardes de chasse non plus. Il n'y a plus beaucoup de gardes de chasse non plus, mais en écoutant parler
les gens qui me racontaient les histoires de chasse, il y a tout un set de règles que les chasseurs se sont implicitement inventés Sur les territoires de chasse. sur les territoires de chasse. Donc, moi, j'étais le premier ici, j'ai mis ma tour là. Ça veut dire que toi, la tienne, elle peut être là-bas, mais pas ici. Ça, c'est le chemin commun. Tout le monde peut marcher dedans, mais ça, c'est ma trail à moi. Et les gens respectent à peu près Sans qu'il y ait un garde-chasse qui vienne. sans qu'il y ait un État qui vient dire, là, toi, tu as violé le truc de l'autre, tu devrais pas être là. Puis ce que je veux dire, c'est que les gens se créent des systèmes. Puis tu sais, même dans votre vie de tous les jours, vous n'avez pas besoin du gouvernement pour gérer vos relations amicales. Tu sais, entre amis, tout le monde se dote un peu ben, tu sais, de principes implicites. Tu fais, ben, mes amis, j'essaie de pas trop leur mentir parce que maintenant, ils voudront plus me parler. À l'intérieur d'une relation de couple, c'est pareil, les gens se créent des espèces de systèmes de réciprocité où, bon, OK, avec cette personne-là, j'interagis comme ça a l'air de fonctionner, voici, tu sais, on fait ça. Puis tout ça, c'est comme implicite et non dit là, la plupart du temps. Mais il n'y a pas de gouvernement ben, en tout cas, Et pas tous jusqu'à les preuve. peuples vont agir de la même façon. Frank, Exact, quand on parlait c'est de la Suède, là, comment tu appelais ça? La confiance interpersonnelle, Ouais, c'est qui est ça. plus forte dans certains peuples que dans d'autres. Nous autres, qui est relativement faible au Québec, généralement. Oui, ben en fait, je te dirais, j'ajouterais un truc à ça. Il y a une thèse, puis il y a beaucoup de gens qui la défendent, mais je pense qu'elle est complètement ridicule. Ils vont appeler ça la théorie de l'ombre, the shadow of the state. C'est que notre moralité, les choses que tu décris, toutes ces normes-là qu'on a internalisées, c'est parce qu'on vit dans un État qui nous a civilisés. De Et misère à donc, croire ça, moi, là. ben c'est pour ça que, en fait, la raison que je suis très sceptique, c'est qu'on même dès Adam Smith, on retrouve des mentions, et lui, il appelle ça son observateur impartial. Et son observateur impartial, c'est en gros que et ça, c'est la manière que moi je le dis, j'ai des philosophes qui ne sont pas d'accord avec comment je le dis, mais j'en ai une couple qui m'ont dit que ce n'était pas incorrect comment je l'interprète. L'acte d'égoïsme nécessite l'acte d'empathie. C'est-à-dire que pour satisfaire mon intérêt personnel, je dois concevoir ce que l'autre personne a besoin. Et donc, je dois constamment m'imaginer l'autre personne qu'elle m'observe, Ben oui, qu'elle est sinon c'est de la capable de voir. psychopathie. Là. Que c'est exactement, sinon je suis un psychopathe, mais que pour servir mon intérêt, je dois m'imaginer que l'autre personne m'observe. Et ça veut Ouais. dire que constamment, on imagine qu'il y a des gens qui nous observent et que c'est les échanges en société qui nous rendent, que c'est le marché, en fait, qui nous civilise d'une certaine manière parce qu'il nous force à avoir des comportements honnêtes et qu'on pratique la vertu de l'échange qui nécessite le warm glow, la réputation, de Ouais, c'est ça. considérer que peut-être quelqu'un, quelque part, nous voit faire quelque chose de peut-être qui pourrait être perçu comme malhonnête. Et la raison qu'on le sait, c'est qu'il y a un économiste qui a fait ça, puis ça, on pourra revenir aux Autochtones, on va faire une petite écartade. Ernst Furr, il a écrit des articles, et c'est mon article préféré. Il y a un autre jeu qui s'appelle le jeu de l'ultimatum. Le jeu de l'ultimatum, c'est je t'offre, il y a un 100$ qui descend du ciel, et c'est moi qui l'ai en premier, mais je suis obligé de partager. Et je te fais une offre et tu as le droit de la refuser. Dans un tel cas, si tu refuses l'offre, les deux, on n'a rien. Le 100$ disparaît. Théorie économique de base dirait que j'ai juste besoin de t'offrir un des 100$ et tu l'accepteras parce que tu es plus. Ça, c'est si tout le monde est un homo economicus. Tu dis Exactement. la journée que mon gain est de 1$, je devrais accepter l'offre. C'est sûr que s'il me dit 0, j'ai aucun intérêt. Je vais dire fuck you, ton 100$ disparaît. Mais dès que tu Mais offres la plus minute que tu me donnes- 0, Mais si on fait ce jeu-là en pratique, pour vrai, puis ça c'est facile à tester, ce jeu-là, jamais dans 100 ans que ça va se résorber à 1$. en fait, veux-tu savoir c'est quoi le pire? C'est que les sociétés qui offrent le 50, qui offrent 50-50, donc une division plus ou moins égale, c'est toutes les sociétés avec des marchés très développés. Quelle société se rapproche du OK, 99? ils ont testé le jeu dans plusieurs pays au Oui, ils Canada. l'ont fait dans des sociétés tribales, notamment, qui n'ont pas été exposées au même niveau de marché et d'échange. Eux autres, C'est c'était dans pas les 100$, c'était 100 fraises, mettons. whatever it is, le ratio se rapprochait de 90-10. OK. Donc, c'est-à-dire que dans les sociétés Selfish. exactement, les sociétés de marché sont celles où est-ce qu'on a tellement intériorisé par le fait qu'il existe un jeu à somme positive qui est possible, on a intériorisé l'idée qu'il faut qu'on ait des comportements qui promouvoient l'échange, qui le renforcent dans le long terme. Et donc,
c'est pour ça que quand je dis, ça ne veut pas dire que l'État ne produit aucune gouvernance, ce n'est pas vrai, mais l'idée que la gouvernance est impossible sans l'État, ça, c'est clairement pas vrai. Ça, c'est clairement 100% Ouais. pas vrai, Ben, parce c'est que un de ensemble de manière... poule ou l'œuf, là. Tu sais, ce que tu disais tantôt, là, les gens qui disent Shadow of the State, là, ben, moi, je pense que c'est l'inverse. En fait, c'est l'État qui, à un Oui, moment donné, devient un produit de, de comment on est naturellement, un peu le principe de ce qu'on disait avec common law. Mais c'est ça. C'est Ben, en ça. fait, c'est que, moi, ce que je comprends de Exact. toutes it's les not discussions. concise, but it is. J'aime ça, by the way, c'est toujours trop ça drôle. C'est A Concise History of the Common Law, voici la grosseur. Ouais, C'est quand même. pas du tout concis, mais l'idée de la common law, c'est justement ça, c'est que l'État, le droit commun qu'on connaît aujourd'hui, c'est des traditions coutumières, common, qui sont partagées, qui sont en fait un market for law, et Ça, que c'est ce qu'on a l'État, perdu après la perte aux Britanniques. Hein. ben en fait, les Ben, Britanniques pas ont non, c'est ce qu'on n'a jamais eu, en fait, plutôt. Parce que nous exactement, autres, on a été la codification du code civil, tout ça. Le common law, on a moins ce réflexe-là au Québec qu'au Canada anglais, par mais le exemple. common law aujourd'hui, que tu as dans les livres de loi, c'est ce que l'État a codifié. Mais qu'est-ce qu'il a codifié? Il a codifié ce qui Ben était oui, ce qui était là avant. du market-based law. Il a dit, écoute, voici comment des gens se sont gouvernés pendant des siècles en l'absence d'un État fort, mais ils ont développé un code de coutumes, de normes, de manière de diviser les obligations. Comment est-ce qu'on dit, par exemple, juste la règle de euh, c'est qui est responsable d'un dommage? Est-ce que c'est la personne qui est négligente dans la protection de son terrain ou c'est la personne qui est négligente dans le contrôle de son bétail? Ben, c'est dur de contrôler un bétail, mais si tout ce que tu as besoin, c'est de construire un ditch, ben, le principe devrait aller vers celui qui a le plus bas coût de gestion du problème, qui devrait porter le fardeau. Toujours des choses comme ça, comme par exemple les règles d'obligation des dommages. Si moi, je me blesse au travail, si c'est plus facile pour l'employeur, c'est moins coûteux pour l'employeur de gérer le risque, c'est l'employeur qui devrait le gérer, pas le travailleur. Ben, toutes ces règles-là -là, qu'on pense aujourd'hui, qui sont écrites même dans le code du travail au Québec, c'est tous des trucs qui ont émergé de manière sans qu'il y ait un juge qui s'est dit ou un législateur qui est arrivé. Ça devrait être ça, la règle. Chris, non, c'est quelque chose qui a émergé, puis après, l'État l'a coopté, puis il a dit non, c'est moi qui décide c'est quoi maintenant, puis Eh je oui. vais prendre ce que le marché a déjà fait avant, puis je vais prendre le crédit aussi, par contre. Hein. T'as juste à lire n'importe quel texte fondateur d'une religion pour savoir qu'ils n'ont pas attendu le gouvernement pour mettre sur papier Exactement. des règles de conduite, des manières de faire, puis des traditions. Puis, comme par hasard, ils ont pas mal tout dit que le meurtre, c'était pas une bonne affaire, puis le mensonge, puis le vol. Puis, je suis pas mal sûr qu'il n'y avait pas bien de gouvernement là-dedans. Là. Ben, Non, non, écoute, il y en a des sectes qui ont essayé de mettre en place des affaires où est-ce que les femmes pouvaient appartenir à tout le monde. Puis je sais pas, ça devient jamais une secte émergente qui connaît beaucoup de succès puis qui conquiert la planète au complet. Parce qu'il faut le dire, chacune des religions, fondamentalement, était une secte. C'est juste que les religions qu'on connaît aujourd'hui, c'est celles qui ont fonctionné. Là. ben, tu sais qu'au début, le terme qu'il y a, si tu lis par exemple des historiens comme Rodney Stark sur l'histoire de la religion, il parle de la secte de Jésus jusqu'à 200 à 300. C'est pas le christianisme, c'est la secte de Jésus. Ben, c'est logique. Ce qui devrait te dire qu'effectivement, tout commence comme des sectes. Mais même les comportements dans des églises, c'est des comportements qui sont régulés souvent de manière privée. Pourquoi tu as des Oui. rituels? Pourquoi tu demandes aux gens de s'imposer des rituels avant de rentrer? Parce que l'Église produit un bien public, c'est-à-dire un réseau de charité. C'est-à-dire que si un membre tombe sur la malchance, il sera aidé par les autres. Mais ça veut dire que tous les autres doivent contribuer aussi. Il doit avoir, c'est un mécanisme d'assurance. Tous les gens doivent contribuer. Comment tu fais pour contribuer? Ben, tu veux exclure les free riders. Comment tu exclus les free riders? Tu leur fais dire, ben, voici un rituel vraiment étrange auquel tu dois te prêter avant de rentrer et tu dois continuer de te prêter à ce rituel-là. Et si tu ne te prêtes pas à ce rituel-là, ça veut dire qu'on identifie que tu n'es pas un bon membre du groupe, alors on te kick out. Mais ça, ce que tu es en train de faire, c'est que tu es en train d'assurer que le bien public qui est produit par l'Église, par le groupe, peut persister. Et ça, c'est tous des exemples de gouvernance qui ne nécessitent pas un État. Ça ne veut pas dire que l'État n'a pas de rôle. Encore une fois, je sais qu'il y a des simplets comme Olivier Niquet qui écoutent le show, puis ils ont de la difficulté à comprendre l'idée de nuance. Mais il n'y a personne qui dit que l'État est inutile. Mais la réalité, c'est que l'État n'est pas nécessaire C'est le à la chemin facile. C'est le chemin C'est ça. facile. Et si on. Parce que c'est une question qui me trotte dans la tête depuis tantôt. Tu sais, tu dis, on a pris l'exemple de l'Acadie.
Là, tu dis, bon, ben là-bas, les relations avec les Autochtones, les Micmacs qui étaient là, bon, ça a quand même Bon, il y a le choc initial, les maladies, tout ça, on a compris. Ça, il n'y a rien à faire. Ensuite, ça, il n'y a rien à faire pour ça. Est-ce que, à l'inverse, on a un exemple où justement, là, plus il y avait d'États, ben là, plus ils ont disparu ou plus la vie des Autochtones, peu importe le nom du peuple en cause, ont été. Ben là, ils sont carrément disparus ou encore ça a été vraiment pire que cela. Fait que dans le fond, moins il y a d'États, plus les relations ont l'air à naturellement bien aller, puis plus il y en a, plus on se dirige vers. Parce qu'il ne faut pas oublier que c'est quand même les États là, au 20e siècle qui ont fait des génocides. Là. C'est pas, Oui, ben, pas- effectivement. Ben, tu vois, c'est là que tu arrives au point qui est le plus pertinent sur quand les gens pensent aux questions autochtones aujourd'hui. Ils ont vraiment un schéma où l'État est absolument la créature absolue et il y a comme incapacité de concevoir au-delà de son existence. On n'est pas capable de sortir de la boîte. Mais quand tu regardes, il faudrait souligner aussi que, puis dans l'article de Public Choice, là, celui qui pour les Acadiens, on montre que l'Acadie était en fait plus riche que le Québec. OK? Par un facteur de 2. Donc, 2 Ah fois ouais? plus. Oh oui, on est capable de le montrer dedans avec des hypothèses hyper conservatrices. Un per capita ou au Un per global? capita. Per capita. Avant 1755, c'est ça. Avant 1755, les Acadiens sont aussi riches que les gens de la Nouvelle-Angleterre et ils sont 2 fois plus riches que les gens du Québec. OK? Il n'y a aucun doute que c'est un groupe de gens immensément prospères pour la situation dans laquelle ils se retrouvent. C'est un OK. groupe vraiment, vraiment confortable. C'est seulement après la déportation que ça finit mal. À cette époque-là, c'est quoi être plus prospère? C'est d'avoir 2 fois plus de dents que les gens en Nouvelle-France? Ben, tu peux t'imaginer, imagine un panier, de la manière que c'est fait, c'est qu'imagine un panier de biens et services qui est la ligne de pauvreté. Donc, comme le 1 par jour là, qu'on mesure, c'est 1 par jour, qui n'est pas vraiment 1 par jour. Manges-tu juste des patates à tous les jours? Des fois, tu manges un peu plus de trucs? Non, l'idée du 1 par jour, c'est est-ce qu'en dessous de ça, ta survie est en danger? En haut de ça, ta survie est assurée. Ça ne veut pas dire que tu vis très, très bien. Mais c'est l'idée qu'il y a un threshold. Dès que tu tombes en dessous, il y a comme une discontinuité. C'est-à-dire que tu ne vis pas en bas de 1 ta vie est en danger. Il y a des gros coûts de santé. Et en haut d'1 ben là, c'est pas problématique. Ben, pas problématique. C'est pas glorieux, mais c'est pas ça. Mais là, l'idée, c'est que ce truc-là, tu peux l'utiliser comme combien de fois tu peux acheter le panier de base. Et c'est ça la chose que moi, je mesure. Les Canadiens français au Québec pouvaient acheter à peu près 3 fois ce panier-là. C'est quoi un Ça veut panier de base? C'est des patates, de la viande? C'est un certain nombre de calories, une certaine quantité de protéines, une certaine quantité de gaz, donc d'énergie, donc Énergie. des MBTU, donc fuel, lights, une certaine quantité, bien sûr, de vêtements. Et c'est ça. Les Québécois pouvaient acheter 3 fois à peu près le panier de base. Les Acadiens pouvaient acheter à peu près 5 à 6 fois le panier. Donc, ils sont massivement plus riches. Massivement, massivement, massivement plus riches en termes de bien-être relativement. Ils sont à peu près aussi confortables que la Nouvelle-Angleterre. Donc, c'est une région très, très riche. Mais la raison que c'est le trader raid, le modèle que nous, on tweak pour amener le rôle de qui paye pour la violence, Ouais. mais on a une autre expérience qui est utile. L'article qui a parti ce modèle-là, qui s'appelle Trader Raid, qui est 1994, Journal of Law and Economics, eux, ils checkent qu'est-ce qui se passe à l'intérieur des États-Unis, le nombre de traités versus le nombre de batailles entre les Autochtones, année par année, et ils trouvent que le À la gros Frontier, ça, sûrement? Là, exactement, que, en fait, aux États-Unis, ça augmente, mais ça augmente particulièrement quand il y a une armée permanente qui est établie, qui est en charge et payée par Washington d'aller combattre au Wyoming, au Dakota, au Minnesota, donc des places très, très loin, et que ce que tu as, c'est que tu as une population de, disons, 50 millions qui payent pour combattre 10 000 Comanches dans les prairies et que les colons de la région sont très contents, mais le coût est tellement minime que tu peux le passer à autre. Et ça, tu le vois aux États-Unis. Donc, les politiciens ont intérêt à jouer vers les électeurs. Ils peuvent faire passer le coup à d'autres électeurs. Donc, ceux qui ne le remarqueront pas parce que, écoute, une centaine de soldats avec comme disaient les Anglais, whatever they do, we have the Maxim gun and they don't.
Et donc, tu as un avantage incroyable en termes de supériorité. La dépense est minime. La personne à Boston ne remarque même pas que son argent est utilisé pour ça, ne le remarque même pas dans son compte de taxes. Elle participe à un génocide sans réellement s'en rendre compte. Sans même s'en rendre compte, ne voit même pas le coût pour lui, même pas d'incitation pécuniaire personnelle à s'y opposer. Mais ça, c'est parce que le politicien avait une incitation. Et l'article explique que c'est ça la raison que la violence augmente, surtout après la guerre civile américaine qui permet une armée quasi permanente. Le différent canadien, c'est que les Anglais, jusqu'à 1867, qui payent pour la sécurité des Canadiens? The Queen! The Queen. Et le Parlement anglais s'en calisse des votes canadiens. Pourquoi? Parce que les Canadiens ne votent pas. Fait que les Anglais savent que les électeurs anglais vont être fâchés s'ils doivent payer des taxes pour ça. Et ils n'ont aucun bénéfice pour eux comme politiciens. Fait que jusqu'à 1867, la couronne agit comme un garde-fou dans ce cas-ci à cause de ces incitations pour limiter la colonisation qui pourrait causer des conflits avec les On a Autochtones. développé l'ouest du pays moins rapidement que les Américains à cause de ça, principalement. Exactement. Donc, mais combien de fois qu'on a entendu, excuse-moi de te couper dans ton élan, mais combien de fois qu'on a entendu que les États-Unis, les gens, c'est une culture différente, plus violente, puis tout ça, puis leur rapport aux Autochtones pour Premières Nations, puis c'est pas pareil que nous autres, parce que c'est pas la même culture, puis le même héritage. C'est des Là, t'es incitations. comme, Chris, dans le fond, c'est juste un principe. C'est ce que tu viens de dire, le fameux principe du rasoir d'Occam. L'explication la plus simple et parfois, voire toujours la meilleure. Là. Exactement. Ben, Christy, c'est tellement simple. Tu as une place que c'est c'est les gens qui payent pour leur propre défense / épuration, appelons ça de même, je ne sais pas comment dire ça là, autrement. C'est ce qui s'est passé. C'est carrément ça, c'est une épuration ethnique. Là. Puis de l'autre bord, tu as une puissance étrangère qui doit payer pour ça. Ben, un peu le même phénomène que maintenant les rois de France en avaient absolument rien à foutre de la Nouvelle-France, puis t'es comme, ben, moi, je n'ai pas envie de mettre d'argent là-dedans. Là. C'est quoi qu'il disait, Voltaire? C'était quelques arpents de neige. Quelques arpents de neige, oui. Ben, c'est ça, c'est un peu ça, quand tu n'as pas d'intérêt à faire, ou même tes intérêts, c'est de dire, ben, est-ce que je vais vraiment collecter ma population pour des trucs sécuritaires qui se passent ailleurs, que bon, le monde là-bas n'est pas content, mais ceux d'ici sont encore contents. Oui, puis en fait, la chose qui est encore plus, là, oui, exactement, puis quand je dis que c'est simple comme explication, c'est que les incitations. La minute que le Canada devient un pays et que là, tu as des politiciens à Ottawa qui ont intérêt à jouer auprès de certains électeurs dans les prairies, parce que là, leur bénéfice a changé pour eux, mais aussi, c'est les électeurs canadiens qui vont payer dans d'autres provinces, comme par exemple à Montréal ou à Québec. Puis mais c'est les mêmes électeurs. Ben, les prairies canadiennes, les Métis, c'est une nation qui a émergé dans la période que j'appelle, ça c'est l'autre article dans European Journal of Law and Economics que j'ai écrit, qui montre que les prairies canadiennes avaient la même chose que l'Acadie à cause de l'émergence des Métis. Les Métis, c'était en gros un groupe semi-français, semi-autochtone de plusieurs nations autochtones, en fait, que tu devrais dire, parce que c'est pas... Ils émergent leur propre langage, qui est le Michif, qui on s'entend, dans le fond, le contexte de guerre génocidaire n'est pas vraiment favorable au métissage des cultures. Exactement. Mais là, parce que, en gros, les métis qu'ils étaient, c'était l'intermédiaire parfait, un middleman minority. C'est-à-dire qu'ils étaient proches culturellement des settlers et ils étaient proches des Premières Nations et ils agissaient comme un intermédiaire de commerce entre les deux, permettant une colonisation plus lente qu'aux États-Unis vers l'ouest, mais qui était beaucoup plus pacifique. La seconde que la Confédération est formée, le Canada se met exactement à faire la même chose que les États-Unis, c'est-à-dire, maintenant, on va utiliser la force pour gérer les relations. Et ce que tu as, c'est la révolte des Métis, la rébellion des Métis en 1885. Les incitations ont changé en 1867, sont devenues les mêmes qu'aux États-Unis. Et on a eu le même crise de résultats en 30 ans que les États-Unis ont eu dans les 100 ans précédents. Quand je dis que les gens pensent aux questions des Autochtones, je ne sais pas c'est quoi la manière d'aller de l'avant aujourd'hui. Mais tout le monde est dans un mind frame. On avait peut-être une meilleure réponse qu'on pensait, parce que ce que tu dis aussi, c'est qu'avant 1867,
On réussissait quand même à coloniser l'ouest du pays, mais ça se faisait à un rythme plus lent, mais également plus pacifique. Oui, puis non seulement ça, mais en plus, la Hudson Bay Avec Company, échange culturel très évident grâce au métissage. écoute, ça, il y a des histoires incroyables. Les Métis sont aussi, ils se prétendent, il y a un livre que j'aime beaucoup, j'oublie le titre, mais il présente les Métis comme étant les freemen et les gens qui étaient les plus pro-libre-échange, parce que la Compagnie de la baie du Thyon, c'est un monopole d'État, mais l'État qui donne la charte ne peut que faire respecter le monopole en Angleterre. C'est-à-dire que une partie du monopole est respectée. Mais dans les prairies, l'État n'a pas de portée. Et les métis disaient, je m'en calisse de ton claim. Tu dis que tu as un monopole, mais on s'en fout. Nous autres, on a le droit au libre-échange. Je ne reconnais pas ton gouvernement. Je ne reconnais pas. Et c'est incroyable l'histoire de subversivité en passant des métis. Mais dans cette subversivité-là, ce que tu vois, c'est qu'il y avait, à toute fin pratique, une forme de gouvernance qui était faite beaucoup plus pacifique. Ça ne veut pas dire qu'il n'y avait pas de heurts ou de conflits, mais relativement à ce qui est arrivé par la suite, c'était massivement plus pacifique que ce qu'on avait avant. La différence, c'était les incitations que l'État a changées en augmentant sa présence. Et le point qu'on fait dans les articles, c'est que l'idée de. Puis en fait, même dans le premier article, celui de Public Choice, la première question dans l'article, la première, je vais la lire, c'est Could North America, est-ce que l'Amérique du Nord aurait pu être colonisée plus pacifiquement avec moins de violations des droits de propriété contre les Native Americans, donc les Premières Nations? Si c'est le cas, quelles sont les conditions institutionnelles qui auraient pu permettre l'allocation des ressources via les échanges plutôt que le vol? Ça, c'est la question fondamentale que j'essaie de répondre. Et le point que je fais, c'est que non, c'est tout à fait possible d'avoir un monde qui, après le gros choc biologique initial, soit très pacifique, très commercial et qui n'est pas une fatalité que ça finit comme ce qu'on observe, par exemple, avec les Cherokees aux États-Unis, avec, je ne sais pas c'est quoi en français, mais le Trail of Tears, quand ça a toute fin pratique, ils sont déportés, se font voler leurs propriétés, que ça n'a pas besoin de finir avec les écoles résidentielles, qu'il y a des manières, en fait, et peut-être comme principe, c'est qu'on devrait penser que, comme règle générale, de laisser, d'avoir moins d'États dans les relations entre Autochtones et les gens autour d'eux, c'est peut-être la meilleure solution possible et de les laisser se gouverner et de redécouvrir des institutions qui fonctionnent parce que au final, on a eu des exemples historiques dans lesquels les résultats sont nettement supérieurs parce qu'il y a un effort d'entrepreneuriat dans les règles, dans les normes et dans l'adaptation culturelle entre deux groupes qui sont très distants l'un de l'autre et que ce n'est pas une fatalité que ça doit être violent. Puis juste avant, Kian, tu continues, tu parlais de avant 1860, ben, la loi sur les Indiens, c'est 1876. Ça n'a pas été long, là. Le Indian Act, là, où là, on commence à faire deux gangs. Puis c'est pas arrivé avant. Ils n'ont pas pensé. C'est parce que là, c'était le nouveau cadre légal où là, il y avait un incitatif justement à jouer là-dedans. Moi, je serais curieux de voir les chiffres de métissage, justement, après ces lois-là. Est-ce que les deux cultures se sont refermées chacune sur elles-mêmes et se sont mises en compétition? Ben, en fait, finalement... pire que ça. Pire que ça, tu as absolument raison, mais c'est pire que ce que tu penses. Parce que tu avais deux types de métis. Tu avais trois types de métis, en fait. Tu avais les métis qui parlaient le mischief, qui était, en gros, tu étais membre. Imagine que tu es comme un oignon, puis tu as des couches, mais à l'intérieur de l'oignon, tu as comme un noyau. Fait que là, c'est un peu étrange, mais tu as une partie qui est ferme. La partie ferme, c'était tu es un métis, tu t'habillais comme. Ils avaient aussi un autre nom, c'était les beadwork, parce qu'ils avaient des vêtements qui portaient énormément d'ornements de beads, je ne sais pas c'est quoi en français, mais. Des perles. Des perles. Et donc, c'était très beau, mais c'était très unique, et tu devais parler le mischief. Mais tu avais un deuxième niveau qui était les half-breeds, qui n'est pas le nom qu'eux se donnaient, mais c'était les métis, si tu veux, avec un petit M. Et ça, c'était ceux qui étaient ethniquement mixtes, qui se considéraient membres de la nation métisse,
mais pas le noyau intérieur plus intense. Puis le half-breed vient du recensement. Là, Il était plus blanc qu'autochtone. Non, même pas. C'est juste qu'ils n'adoptaient pas, par exemple, le langage du mischief. OK. Ils ne le connaissaient pas ou ils le Moins comprenaient intégré culturellement aux Autochtones. Exactement. Ils étaient moins intégrés avec le noyau fondamental des Métis. Et les half-breeds, ils avaient 2 groupes. Le terme half-breed vient du recensement. Là. Donc, tu vas dans le recensement de 1871, ils ont toutes les vieilles, une compilation dans le 4e volume de toutes les autres. C'était pas encore woke, là. C'était pas encore woke. Le gouvernement les appelait les half-breeds, mais il y avait les English half-breeds et les French half-breeds. Pourquoi? Parce que tu avais des traders anglais qui avaient eu des relations, qui ont créé des couples mixtes, et tu avais des traders français qui avaient eu des relations, et les deux se considéraient relativement proches l'un de l'autre. On s'est entendu que le métissage était évident qu'il allait se produire, dans le sens, la journée que tu envoies des colons dans un bateau, là, il n'y a pas beaucoup de femmes au début. Là. Oui, mais oui. Les hommes étant des hommes, à un moment donné, le métissage va se produire. Là. Un petit peu, mais en plus, c'était même une manière, en plus, de réguler le commerce, parce que tu offrais en mariage des gens, donc tu créais des alliances de clans. Donc, tu avais c'était un mécanisme même, c'était pas juste une affaire de demande sexuelle, c'était aussi un mécanisme de gouvernance de l'échange. C'est-à-dire, tu es marié à ma sœur, je peux te faire confiance. On est membre du même clan. J'ai envie de lire la citation que tu as mis dans l'article, Vincent, parce que ça va directement là-dessus. Je veux juste dire, après, parce que Yann a dit quelque chose, puis il dit, quand le gouvernement canadien a commencé à affirmer son autorité, puis à privilégier les blancs, mais qu'est-ce qui s'est passé? Tous ceux qui étaient mixtes, mais pas métis avec un grand M, les métis avec un petit M, ils se sont recatégorisés eux-mêmes dans le groupe blanc et ils ont abandonné leur identité métisse pour éviter la discrimination gouvernementale qui était faite. Donc, la forêt, l'atrophie de l'identité métisse, c'est une atrophie que l'État a générée, mais qui n'était pas une fatalité parce que tu pouvais avoir une colonisation. Et même, encore une fois, il y avait les English half-breeds, les French half-breeds. Ça veut dire que des Français, des Anglais puis des Autochtones étaient capables de vivre pacifiquement ensemble, d'échanger et de ne pas se casser la gueule. Ça échangeait même des fluides, clairement. Là. Il échangeait même des fluides et ça te montre une idée que quand je dis que des fois l'État peut créer des pires mécanismes de gouvernance que ce qui existe, bien ça, c'est un exemple de ça. Dans l'article, tu cites un texte de 2010 qui dit « Le commerçant de fourrure George Coghran expliqua que les Français et les Premières Nations avaient été élevés, ouvrez les guillemets, ensemble comme des enfants dans ce pays. Et les Français ont toujours adopté les coutumes et les manières des Indiens. Ils les ont traités avec civilité et ont pourvu à leurs besoins généreusement. » Fermez les guillemets. Le capitaine Thornburg pensait qu'il avait adopté les principes et les idées même des Indiens et ne déférait d'eux que légèrement par la couleur. Et le général Thomas Gage l'a dit, les Français étaient devenus presque un seul peuple avec eux. C'était quand même intense, pareil. C'est pour ça que le point que je fais, c'est que l'idée que mais la colonisation par métissage qui se produisait m'apparaît tellement la meilleure façon de faire. Moi, j'ai l'impression, là, si mettons, cette confédération-là n'arrive jamais, puis qu'on continue pendant plusieurs années à conquérir l'Ouest, tranquillement, pas vite, de cette façon-là. Tu ne peux même plus utiliser le mot « conquérir » dans un cas comme ça. Hein? Non, exactement, parce que c'est pas le bon mot, effectivement. Habiter, mais les Européens prennent de plus en plus de place sur le continent vers l'Ouest avec des institutions faibles et sans l'utilisation de la force, tout ça. Est-ce qu'on a réellement des réserves aujourd'hui dans un contexte comme celui-là? Je pense même pas. Je pense que les cultures se sont intégrées, se sont mélangées. Probablement, les cultures sont même très différentes, autant autochtones qu'européennes. Je pense qu'on ressemblerait moins à ce qu'on ressemble aujourd'hui si on avait utilisé ce procédé-là jusqu'au bout, définitivement. C'est ça, les réserves. Qui a fait ça? Les réserves, c'est un méchant monsieur privé avec un monocle capitaliste? Non,
C'est l'État. l'État. Tantôt, tu as mentionné la déportation des Acadiens. Ça, c'est un monsieur pas fin banquier qui a fait ça, la Oui, déportation. Non. exactement. OK. C'est un banquier. Mais en fait, t'en veux-tu une comique quand Yann vient de dire, tu sais, on aurait pu juste habiter la place graduellement, faire des échanges. Pacifiquement, tranquillement. Mais tu t'imagines-tu? Puis là, je vais citer pour une des justifications qui est donnée pour la déportation des Acadiens, qui montre à quel point l'État augmente sa portée. La personne qui pousse, le groupe qui pousse pour la déportation des Acadiens, ce sont les colons de la Nouvelle-Angleterre qui veulent les terres qui sont au nord d'eux. Et voici une lettre qu'un des principaux qui défendait la déportation des Acadiens, il appelle ça « a great and noble scheme and a chance to obtain land as good as any in the world ». L'idée, c'était que la région était tellement devenue prospère On que pensait que c'était à cause de la terre. c'était à cause de la terre, mais c'était qu'en réalité, on pouvait acquérir la richesse qui était créée, mais que cette richesse-là qui avait été créée par le commerce était tellement incroyable que là, l'État se dit, bien, écoute, on peut prendre la richesse des autres et la redistribuer vers nous. Fait que si les Acadiens avaient été pauvres comme job, ils n'auraient jamais été déportés. Exactement. En fait, c'est un de mes collègues ici, Peter Leeson. Il y a un article qu'il appelle Efficient Anarchy. C'est qu'il doit exister 2 points où l'État ne peut pas exister. Il n'y a pas assez de ressources pour que l'État essaye de déployer de la taxation puis des ressources parce qu'il n'y a rien à taxer, il n'y a aucune recherche. Il serait perdant d'essayer d'augmenter sa portée-là. Fait que pourquoi est-ce qu'il y a des sociétés primitives dans le fin fond de l'Amazon ne sont pas vraiment régulées puis que l'État ne gère pas vraiment ce qu'ils font? Ben parce que l'État n'a pas la capacité de le faire ou n'a pas l'intérêt de le faire. C'est pas ce qui est arrivé avec tes Vikings islandais aussi? Ils avaient développé une certaine forme d'économie, puis finalement, ils ont été faciles à conquérir parce qu'ils ne s'étaient pas développés d'armée ou de trucs comme ça. Exactement. En fait, ça, c'est ma thèse à moi. C'est qu'il y a deux thèses. Puis ça, c'est la version que moi, j'appelle les vraies origines de l'État. Puis c'est une tradition qui est comme, étrangement, qui vient de socialistes et de libéraux, qui est que l'État n'est pas naturellement supérieur à la gouvernance privée, mais il est un résultat inévitable. Fait que dans la version des plus socialistes, c'est que dès qu'il y a une société qui devient prospère par coopératisme, une autre société qui n'est pas nécessairement aussi prospère, mais possède un État, peut attaquer l'autre qui n'est pas capable de se défendre et donc de lui imposer des règles et de s'approprier ses ressources. Ça, c'est une des thèses de pourquoi l'État peut se mettre à émerger ou être étendu à des endroits qui n'en ont pas. L'autre version, puis on peut en parler dans le Patreon, ça c'est ma version que moi j'aime plus, c'est la théorie de la colonisation anarchique. Qui est que l'État n'est pas capable de dominer certaines régions et consciemment, il laisse des gens les coloniser en dehors de sa portée, sachant qu'éventuellement, il pourra étendre son dominion à ces régions-là. Écoute, c'est absolument fascinant, toutes ces questions-là, parce que c'est tellement, on dirait, des fois des trucs ultra simples. Tu te dis, mais pourquoi il y a autant de gens qui écrivent sur, je sais pas, le blanc triarcat, puis toutes sortes d'espèces d'affaires que tu te dis, mais il me semble que c'est ultra complexe et peu convaincant par rapport à des explications vraiment simples. Que eux j'imagine, doivent répondre à ça. Franchement, tu as des explications simplistes pour toutes des affaires complexes, mais peut-être Non, en aussi fait, que... l'affaire, c'est que les miennes sont beaucoup plus, n'ont pas besoin d'autant d'efforts pour expliquer autant de ce qui doit être expliqué. Allons dans le Patreon pour en parler. Puis abonnez-vous au Patreon, parce qu'il faut que je le dise à chaque fois. Hein. Si vous n'êtes pas abonné, vous avez tort. Puis si vous êtes Olivier Niquette, abonnez-vous, apprenez quelque chose, puis donnez-nous 3$ par mois. Exact. C'est comme ça qu'on réobtient nos subventions qu'on doit donner à Radio-Canada.